Tu viens de créer ta société, tu es vraiment focus sur ton activité, ça te prend beaucoup de temps d'esprit également, et donc tu t'occupes peu finalement de ta situation personnelle et de ton patrimoine personnel, parce que souvent tu as la tête dans le guidon. Par moment, il est important quand même de se poser des questions, d'avoir un peu cet échange avec un professionnel. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Notamment pour ceux qui restent, si demain j'étais plus là pour subvenir à leurs besoins. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partner in Business. Dans cet épisode, on a discuté avec Vincent, un expert des sujets de la prévoyance, de comment ça fonctionnait, quelles étaient les différentes offres possibles, quels cas étaient couverts et non couverts. On pense naturellement que c'est un sujet qui est plutôt anxiogène de prime abord, mais en fait c'est quelque chose aussi qui se permet de s'acheter une forme de sérénité en tant qu'entrepreneur, de pouvoir se détacher d'une forme d'inquiétude autour de ses revenus si jamais il nous arrivait quelque chose de grave. J'ai appris plein de choses dans cet épisode, je vous laisse avec l'épisode tout de suite, à la prochaine. Vincent, enchanté. Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que peut-être pour commencer un petit peu avant de démarrer sur cet épisode, est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter toi, nous expliquer qui t'es, ce que tu fais aujourd'hui, etc., tes expériences, etc., nous en dire un peu plus. Oui, alors Vincent Villebessé, je suis responsable du développement commercial chez BNP Paribas Banque Privée. Je m'occupe de tous les sujets de coordination entre le groupe BNP Paribas et la banque privée pour faire en sorte qu'on accompagne de mieux en mieux les entrepreneurs. Ok, voilà. Très clair. 15 ans que je suis chez BNP Paribas, j'ai moi-même été banquier privé par le passé, J'ai fait de l'audit au sein de l'inspection générale et j'étais assez récemment, durant plusieurs années à Luxembourg, comme responsable de la banque privée là-bas, avant de revenir sur cette activité. Ok, bon, belle expérience, bien consistante, avec beaucoup de matière chez BNP, donc tu connais bien la maison, quoi. Pas mal d'entrepreneurs vus durant toutes ces années. C'est ça, c'est vraiment ton cœur de... je sais pas si cœur de cible c'est le bon terme, ton client type peut-être. C'est vraiment l'entrepreneur aujourd'hui, quoi. Alors, je suis issu moi-même d'une famille d'entrepreneurs. Et également, clairement, il y a un lien particulier qui se fait avec cette typologie de clientèle et je me sens plutôt assez confortable avec eux. C'est toujours des échanges assez riches et vraiment intéressants. Super. Bon, à mon avis, du coup, on va bien s'entendre. Ça me paraît évident. L'idée de cet épisode, si ça te va, c'est d'aborder le sujet de la prévoyance. On va essayer de faire plusieurs cas de figure. On va traiter du cas de figure et de la prévoyance évidemment pour un entrepreneur qui démarre, qui est au tout début. On va traiter du cas de figure d'un entrepreneur qui est toujours dans sa structure et qui commence à avoir des premiers succès, qui commence à se rémunérer, à gagner de l'argent, à gagner correctement sa vie, etc. Et puis le troisième et dernier cas qu'on fera ensemble, c'est celui d'un entrepreneur qui a cédé des parts de sa société et comment s'adapte la prévoyance à tout ça. Est-ce que ça te va ? Ok, ouais. Top. Moi, à titre personnel, c'est des sujets, notamment, surtout le premier, je commence à rentrer dans le deuxième, on va dire, mais j'y suis pas complètement. Mais surtout pour le premier, c'est des vraies questions que moi je me suis posées. Je trouve que c'est hyper important. Et c'est un sujet que je maîtrise à titre personnel, c'est un sujet que je maîtrise encore très mal. Et que je trouve qu'il peut être dur à comprendre. Donc l'idée de cet épisode, c'est vraiment de réussir à faire la lumière et d'éclaircir ça au maximum pour tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. De bien comprendre qu'est-ce que la prévoyance, comment ça fonctionne, dans quel cas de figure, etc. etc. Et t'es là pour nous aider à la comprendre. Je vais certainement te poser plein de questions qui peuvent paraître stupide, mais l'objectif c'est vraiment de donner à nos auditeurs le plus de clarté possible sur le sujet de la prévoyance. Ok. On est parti ? On est parti. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est que la prévoyance ? Oui, alors déjà c'est important de dire que la prévoyance, globalement, ça couvre différents incidents de la vie, et globalement on parle souvent d'assurance vie et d'assurance non-vie. Ici, dans le sujet de la prévoyance, on est plutôt sur l'assurance non-vie par opposition à la constitution de l'épargne. Donc globalement, c'est un mécanisme d'assurance qui est fait pour, on l'espère finalement, ne pas être utilisé à l'image d'une assurance qu'on a pour notre maison ou pour notre automobile, où globalement on paye une prime relativement modeste pour couvrir un incident dont on espère qu'il n'arrivera jamais. Ça peut être plein de choses, pas forcément très agréables, mais justement, on va en parler. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on imagine, enfin, je sais pas comment dire, la prévoyance, c'est pas aussi systématique dans la tête des gens que l'est l'assurance auto. L'assurance auto, on comprend tout de suite que j'assure mon automobile, j'ai un accident dont je suis pas responsable, le fait d'avoir assuré mon automobile fait que je vais pas avoir à payer toutes les réparations de ma poche. Dans le cas de sa propre personne, c'est tout de suite moins évident, pourtant ça fait sens de manière très logique, mais c'est moins ancré dans les mœurs, je dirais. Et je te propose du coup de rentrer tout de suite dans le premier cas de figure qu'on a cité tout à l'heure. L'idée, c'est de se
projeter dans la peau, et alors moi je vais le faire plus que réellement, parce que j'ai été il y a pas si longtemps dans ce cas de figure-là, c'est je suis entrepreneur, je commence une activité, je ne suis pas encore salarié, comme beaucoup d'entrepreneurs qui commencent au début et qui lancent une activité de zéro. En général, le dirigeant n'est pas le premier à se rémunérer, évidemment, dans les premiers mois et dans les premières années. Parfois, on a la chance d'avoir un chômage à côté qui permet d'assurer une transition, etc. Mais parfois pas, on vit sur ses économies. Dans ce cas-là, comment fonctionne la prévoyance, concrètement ? Alors en fait, et ça va être, je pense, un peu le fil rouge de notre conversation, ce qui est clé, c'est la phase dite de diagnostic. La phase de diagnostic, c'est quoi ? C'est bien comprendre les besoins du client. Quelle est sa situation personnelle, à la fois financière, est-il marié, a-t-il des enfants ? Enfin, c'est très important parce que derrière, on comprend bien qu'on on se protège soi-même évidemment, mais on souhaite aussi protéger les personnes qui nous sont chères. Donc en fait, ce qui est clé, c'est d'avoir une vraie conversation très complète pour qu'on comprenne vraiment bien quel est le profil et les attentes et les besoins du client. Une fois qu'on a dit ça, la très bonne nouvelle, c'est qu'on s'adapte à peu près à toutes les situations et les configurations au fil de la vie et qui rejoignent tout à l'heure ce que tu as évoqué, quelque part de la création, phase le plus avancée, etc. Alors maintenant, si je reviens un peu plus précisément à ta question, on peut considérer que tu viens de créer ta société, tu as beaucoup d'énergie, quelque part, tu étais vraiment focus sur ton activité. Ouais. Et globalement, assez classiquement, ça te prend beaucoup de temps d'esprit également. Et donc, tu t'occupes peu, finalement, paradoxalement, de ta situation personnelle et de ton patrimoine personnel, parce que souvent, tu as la tête dans le guidon sur l'activité. C'est absolument ce que j'ai fait. C'est ce qu'on observe pour la plupart des entrepreneurs, et c'est souvent ce qui fait leur succès. Mais par moment, il est important quand même de se poser les questions, les bonnes questions tant qu'à faire, et justement d'avoir un peu cet échange avec un professionnel pour se dire « Ah, quand même, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe ?» Notamment pour ceux qui restent, parce que là, on se met par exemple dans cette situation-là, c'est-à-dire par exemple mon époux, mon épouse et les enfants. Comment ça va se passer pour eux si demain, j'étais plus là pour subvenir, entre guillemets, à mes besoins, mais à leurs besoins. Et ça me permet de te poser une première question sur ce que tu viens de dire, c'est est-ce qu'on se parle forcément de ne plus être là, c'est-à-dire vraiment de cas de décès, ou est-ce qu'il y a d'autres cas de figure qui peuvent rentrer en ligne de compte dans ce sujet-là, de la prévoyance ou pas ? Alors, pas forcément, en effet. On a toujours, je dirais, on a différentes formules, et il faut voir ça un petit peu comme un tiroir. Le premier sujet, généralement, on couvre, c'est celui du décès ou de l'invalidité dite grave. C'est ce qu'on appelle la notion de PTIA dans le jargon et chez les assureurs. Ça, c'est... Qu'est-ce que veut dire PTIA ? Alors, c'est la perte totale irréversible d'autonomie. Donc, concrètement... on est vraiment dans un état dégradé et c'est ad vitam aeternam. On est vivant, mais pas paraplégie extrêmement grave, des situations dramatiques qui font qu'il sera impossible. Gros handicap qui empêchera de et qui est ad vitam aeternam. Donc ça, c'est, je dirais, une première nature forcément très grave d'incident. Après, on touche à des choses qui peuvent être l'interruption partielle de travail, donc liée à un accident pour un laps de temps qui peut être plus ou moins court, mais donc là, on est sur une période temporaire de toute façon. Et là, en effet, on peut déclencher un système de prévoyance justement pour passer ce cap, qui peut être notamment financièrement difficile. Donc typiquement, si je donne un exemple, je me permets de te couper, pardon, mais si je donne un exemple, le premier cas de figure, c'est j'ai un accident de voiture, je finis paraplégique, je ne peux plus, j'ai un changement drastique d'autonomie, etc. jusqu'à la fin de mes jours. Le cas le plus grave, qu'on ne souhaite à personne évidemment, mais c'est le cas le plus grave et celui qu'on imagine assez facilement. Mais il y a aussi le cas 2, par exemple, où j'ai toujours le même accident de voiture, mais je m'en sors un peu mieux, je me casse les deux jambes, je peux pas sortir de chez moi, donc je ne peux pas me rendre au travail, donc je ne peux pas travailler pendant 3 mois. Ça rentre aussi en ligne de compte. Exact. Là, on est plutôt dans le cas de cette deuxième configuration. C'est une interruption qui est momentanée. Et donc là, on déclenche un mécanisme d'assurance. Et ici, on est plutôt sur une logique où je vais avoir une indemnisation journalière ou mensuelle, un peu à l'image d'une rémunération que je pourrais avoir par ailleurs, soit d'un salaire, soit d'un revenu mensuel que je prends en tant que dirigeant. On est plutôt dans cette optique de combler cette période qui va être difficile à vivre à tout point de vue. Au niveau santé, c'est certain, mais y compris financièrement. Il faut bien comprendre que la prévoyance, bien sûr, ça ne résout pas tous les sujets. Ces événements de vie restent difficiles, mais d'apporter de la tranquillité financière, ça permet globalement pour tout le monde de mieux passer ces périodes qui de toute façon sont difficiles. Mais le fait de ne pas être focusé sur le financier et d'avoir le moins de soucis financiers possible, c'est non négligeable dans cette période-là. C'est ça. Au final, c'est un sujet qui est hyper humain. C'est un sujet très humain, c'est des sujets qui touchent à l'intime, mais quelque part, ça permet en fait d'être tranquillisé le cas échéant. Donc voilà, on y pense, on est sérieux, puis après, on n'a plus besoin d'y penser, on passe à autre chose parce qu'on est bien couvert en fait.
Oui, c'est ça, c'est quelque chose on souhaite jamais avoir à l'activer au final. Exact. mais si jamais on se retrouve dans un cas de figure où on a besoin de l'activer, on est plutôt très content d'essayer de pencher dessus avant et d'avoir pris ses responsabilités là-dessus. On est amont, même si c'est toujours des choses à payer, on se dit ah non, on n'a pas envie, etc. C'est la réaction primaire de toute personne à qui on demande de payer quelque chose. Mais c'est clair que voilà, ça permet aussi de s'acheter une forme de tranquillité. Pour prévoir le cas de figure compliqué ou une situation qui pourrait se dégrader liée à une maladie, liée à un accident, liée à tout événement possible. Et juste pour cadrer les choses, on est d'accord qu'on se parle uniquement plutôt d'accidents de la vie. Je vais en citer quelques-uns, tu me corriges si j'ai tort, mais on se parle plutôt d'accidents de voiture, de maladies non prévues. Est-ce que ça couvre aussi des enfants, par exemple? Je dis une bêtise, mais si demain j'ai un de mes enfants qui a une maladie grave et que je dois m'en occuper au quotidien, est-ce que ça peut couvrir ça aussi ou pas du tout? Alors non, globalement, ce qu'on assure, c'est la personne. Alors à moins d'aller assurer l'enfant lui-même, ce qui est une possibilité, puisque voilà, ça reste également une personne qui est assurable, entre guillemets, ça ne couvrira pas les autres ayants droit. En fait, de base, une assurance prévoyance, elle a une personne qui est assurée et un ou des bénéficiaires. C'est comme ça que c'est calibré, et c'est par personne, puisque c'est aussi quand même extrêmement lié à l'âge de la personne. Donc voilà, donc un contrat est plutôt personnel. Ok, donc ça tu nous détailleras peut-être après l'âge, mais est-ce que, je sais pas, c'est peut-être très galvaudé comme question, mais est-ce que tu peux me dire, je dis une bêtise, si je me verse pas encore, dans le cas où je me verse pas encore de salaire, par exemple, avec ma société, le contrat de prévoyance que je vais avoir, il va dépendre des couvertures que je veux recevoir en cas de problème. On est d'accord? C'est-à-dire que c'est pas indexé sur mon salaire, c'est indexé sur le volume mensuel que je vais payer à cette prévoyance en échange d'un retour qui sera plus ou moins élevé en termes de revenus si jamais il m'arrive quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner une idée peut-être de combien ça coûte pour quelle couverture ou dans... Je sais pas, c'est peut-être, encore une fois, j'imagine que chaque cas est différent et qu'il y a plein de sous-lignes, sous-paramètres, sous-possibilités, mais... Oui, alors là, on en reviendra justement au diagnostic. Il faut savoir que voilà, notre banquier privé a des simulateurs à disposition et avec le client, il est en mesure de simuler en live des niveaux de prestations en fonction de différents paramètres. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour évoquer juste quelques grands chiffres qui vont parler à tout le monde, le principal facteur, il est lié à l'âge. On comprend que plus on est âgé, plus on a la probabilité qu'il arrive quelque chose. Mais par exemple, à 30 ans, avec moins de 30 € par mois, on assure un capital de 300 000 €. Et quand tu dis un capital de 300 000 €, c'est jusqu'à 300 000 € dans le cas où je décède, ou comment c'est comptabilisé? Là, en l'occurrence, c'est un capital avec un montant fixé d'avance, en l'occurrence à 300 000 € par exemple. Et donc là, la prestation sera de 300 000 € si j'étais amené à décéder ou à être invalide, par exemple, gravement, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Après, si on veut assurer également l'interruption, par exemple, partielle de travail ou l'interruption temporaire, c'est quelques montants additionnels qui se cumulent à l'assurance décès purement. Et donc là, on peut arriver autour d'une 50aine d'euros à peu près, toujours pour cet âge de 30 ans, et pour, par exemple, 3 000 € de revenus assurés par mois, voilà, par exemple. Sur une période d'invalidité alors là, exactement, sur une période d'invalidité, en l'occurrence, tout à fait. Ok, très clair. Très, très clair. Donc ça... c'est plutôt dans le cas de figure où je suis un entrepreneur qui... J'imagine qu'il y a des choses qui vont se répéter dans notre cas 2 et dans notre cas 3, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où je commence à avoir un réel succès, les choses se passent bien pour moi, j'ai aujourd'hui une entreprise qui tourne bien, et je me verse, mettons, 6 000 € net par mois. Comment évolue mon contrat de prévoyance par rapport à ça? Quelles sont les choses auxquelles je dois penser dans ces cas de figure-là? Alors, là, justement, on va revenir à la situation clé, c'est vraiment ce diagnostic. Le banquier privé va tenter d'évaluer quels sont tes besoins et quelle est ta situation patrimoniale. Globalement, le cas qu'on peut observer chez toi, qu'on observe beaucoup chez nos clients, c'est que le principal patrimoine de nos clients, entrepreneurs, finalement, c'est la valeur de leur société, plus parfois de l'immobilier à côté. Mais tout ça, on voit bien globalement, c'est pas liquide. Donc ce qui se passe, c'est que s'il leur arrive quelque chose, et que le patrimoine va globalement aux héritiers, souvent les enfants, le conjoint, il n'est pas possible de payer les droits sans vendre quelque chose, puisqu'il n'y a pas de liquidité dans la succession. Que, bêtement, si moi mes parts valent 1 million et que je décède, il y a un droit de succession. Voilà, taxation
avec un barème progressif, mais qui peut rapidement être aux alentours de 30-40%. Ouais. Donc si on prend un schéma très simple, on va revenir à 300 000 euros assez rapidement de droits à payer. Comment je fais pour payer 300 000 euros de droits sans vendre la société qui vaut 1 million si j'ai rien par ailleurs? Ouais. Bah, c'est le cas typique. Ouais. Bah, là, justement, si on revient au montant que j'évoquais tout à l'heure de 300 000 euros, bah, le mécanisme de prévoyance fait que les héritiers pourront percevoir 300 000 euros, payer les droits sans vendre la société qui vaut toujours 1 million. D'accord. Donc en fait, la prévoyance, c'est un moyen de créer la liquidité dans le patrimoine, quand aujourd'hui, éventuellement, on a peu ou pas de liquidité. D'accord. Donc pour un patrimoine très peu liquide, c'est une solution en fait, qui permet quelque part d'assurer une transmission dans des bonnes conditions, sans brader, sans se libérer du patrimoine. On n'a pas forcément envie de le faire. On a les fonds pour payer les droits. C'est une des vocations, pas la seule, de la prévoyance. Est-ce que tu en as d'autres des exemples de à quoi peut servir, des cas de figure, à quoi peut servir la prévoyance, peut-être les plus évidents ou les plus communs, les plus courants? Le plus courant, c'est quand même celui que je viens d'évoquer là. Ouais. Donc là, on voit bien que c'est plutôt dans une optique de succession. Hein, dans un cas, ça s'active dans un cadre de succession. Et l'autre, c'était ton point, c'était de dire, par exemple, j'ai des revenus de 6 000 euros par mois. Donc là, que se passe-t-il si, alors, non pas je décède, mais si, par exemple, j'ai une interruption temporaire ou alors un accident grave, comme on le disait, qui fait que j'ai une invalidité permanente, bah là, on rentre plutôt sur une logique de revenus mensuels complémentaires qui s'enclenche pour faire en sorte quand même que le train de vie peut globalement continuer pour soi-même, mais aussi de nouveau pour toute la famille. Si 80% d'un ménage est lié au revenu de l'un ou de l'autre, hein, ce qu'on observe souvent dans des couples, hein, on peut avoir des écarts assez importants d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, bah là, la prévoyance, elle vient enclencher un revenu additionnel qui permet de passer ce cap un peu difficile, c'est-à-dire continuer à régler les factures, continuer à payer l'école pour les enfants, enfin que sais-je. Le crédit de la maison. Alors le crédit de la maison, même si, et c'est important de le dire, on a souvent sur les crédits immobiliers par ailleurs une assurance. Ouais, mais ça, elle est purement liée au crédit immobilier. Ouais. Mais tout le reste, globalement, hors crédit immobilier n'est pas assuré, justement. Donc on va essayer, et je reviens vraiment là-dessus, et j'insiste, nos experts vont calibrer un niveau de prévoyance qui dépend de ce qu'on appelle du besoin du reste à charge. Donc on va dire, qu'est-ce qu'il arrive si tu perds ton salaire pour une raison XY? Quels sont les besoins à couvrir? Imaginons, il reste à couvrir 3-4 000 euros par mois. Et là, on va calibrer la prévoyance pour aller couvrir cet écart qui est nécessaire. Je comprends. Donc le calibrage, et je reviens là-dessus, il est clé. Mais pour ça veut dire bien comprendre, bien connaître la personne, prendre le temps de l'écouter. Mais donc, dans les sujets de prévoyance, je vais dire une bêtise, évidemment, mais ça peut aller de 30 euros, comme tu nous as cité, mais ça peut aller à des montants très très élevés en fonction de ce qu'on veut assurer. Exact. Et du volume, du montant, du capital qu'on veut assurer. On peut assurer jusqu'à plusieurs millions d'euros. Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, il n'y a pas de limite, si ce n'est que globalement, il faut que c'est une cohérence de patrimoine avec le besoin. Mais, oui, c'est ça. Je ne vais pas souscrire à une prévoyance pour un capital de 20 millions que j'ai pas. Exactement. Exactement. Et le principe de l'assurance, quelque part, c'est qu'on ne doit pas vraiment s'enrichir avec une assurance. On veut couvrir un accident potentiel. Mais globalement, en effet, ça peut aussi concerner des sportifs professionnels ou autres, où là, on voit bien qu'on peut être rapidement sur des enjeux de prévoyance avec des montants plus conséquents. Donc, on a la chance de travailler avec des experts. On a une filiale Cardiff qui est un des leaders mondiaux de l'assurance et de la prévoyance dans l'industrie. Et globalement, on sait aller travailler jusqu'à même des choses sur mesure, y compris pour des activités très risquées, des activités professionnelles très risquées, je veux dire. Moi, je comprends tout de suite l'intérêt dans le cas où on a une famille, parce que tout de suite, on a des gens à protéger. Oui. Et dans le cas de son décès, on se dit, au moins, je mets les gens qui m'entourent à l'abri, on va dire, de problèmes. Mais c'est vrai que quand on est seul, c'est peut-être un peu plus compliqué à conscientiser, bien que, moi, je fais juste un petit partage d'expérience là-dessus. C'est vrai que pour peut-être ceux qui nous écoutent, qui seraient aspirants entrepreneurs, en tout cas qui ont envie de le devenir, qui réfléchissent, etc., c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme quand même assez fort avec le salariat, qui est qu'on n'a pas de protection sociale, ou peu, qu'on n'a plus de chômage, que si jamais on ne travaille pas, potentiellement on ne gagne pas d'argent du tout. Donc l'avantage de cette prévoyance, en tout cas dans le cas de coup dur, évidemment c'est pas juste pas travailler parce qu'on n'en a pas envie, c'est vraiment ne pas travailler parce qu'on ne peut pas travailler, mais ça peut au moins soulager ce biais-là qui, je sais, moi à titre personnel a été fort au début. C'est une crainte et une inquiétude qui a existé fortement dans ma tête en me disant mais ok, là si j'arrête de travailler, voilà, les points prochains ils sont à sec quoi. Donc clairement c'est un sujet, je trouve, que peut-être pour les entrepreneurs qui sont soit encore célibataires, soit qui sont seuls, ou peu importe, mais qui ont peut-être moins l'aspect famille, ce sujet-là peut être très fort à avoir en tête.
Ce que tu dis, c'est très important. Et là aussi, c'est pour ça qu'on veut sensibiliser d'autant plus les entrepreneurs. On sait bien qu'entreprendre, c'est un vrai défi, c'est avoir la tête dans le guidon, mais c'est vrai que par nature, c'est une population qui est moins protégée, notamment comparativement à des salariés, voire à des cadres salariés. Donc ça veut dire que c'est à eux-mêmes d'avoir cette réflexion, ou c'est à leurs conseillers en fait, de les aider à avoir cette réflexion. Et c'est comme ça qu'on veut se positionner, tu vois. Quelque part, d'autres ont la chance que même s'ils n'y pensent pas, la structure y a pensé pour eux, ou des euros sont mis pour eux. Là, en effet, si la personne, si l'entrepreneur n'a pas cette réflexion, il n'y aura personne pour la faire à sa place. Donc, quelque part, nous, on est là pour avoir cette réflexion avec lui. Et d'ailleurs, après, bien sûr, ça reste sa décision en fonction vraiment de sa sensibilité, etc. Et de nouveau, nous, on le sensibilise. Et après, on revoit un peu cette discussion et cette couverture tout au long de la vie potentiellement. Parce que ce qui est important de dire, c'est que les besoins, ils évoluent. Et donc, on est dans une forme de modularité et d'accompagnement au long de la vie. C'est pas, on cale quelque chose et on s'en occupe plus, on voit dans 20 ans. Non, on fait un diagnostic ensemble et puis après, on le recalibre parce que la vie, elle évolue beaucoup. Et l'entourage familial, il évolue. Voilà, on prend des naissances, la famille s'agrandit. Enfin bref, il y a plein de configurations qui fait qu'il faut s'en reparler. D'accord. Eh bien, écoute, tu me fais une super transition, mais maintenant, c'est notre 3e cas de figure. Qu'est-ce qui évoluerait sur mon contrat de prévoyance, maintenant que je pense qu'on l'a quand même bien expliqué et bien compris dans les essences, en tout cas dans les grandes lignes majeures et importantes à comprendre. Qu'est-ce qui se passe si jamais je suis dans un cas de figure où là j'ai vendu une partie de ma société ou l'intégralité de ma société, et que je commence à avoir... On a parlé du cas de l'entrepreneur qui n'avait pas d'argent et qui du coup se permettait d'assurer potentiellement une succession, etc. grâce à les prévoyances. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où... j'ai vendu ma société 1 million, disons, et que j'ai 1 million en cash. Là, comment elle intervient dans... Parce qu'on peut peut-être avoir tendance à se dire, moi je me dis que naturellement, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais naturellement, je me dis, maintenant que j'ai des réserves, j'ai moins besoin de m'assurer. C'est-à-dire que je dis une bêtise. Moi, si je roulais en Twingo 2 à 5 000 euros, mais que j'avais 150 000 euros sur mon compte, je prends pas d'assurance, parce que je me dis, au pire, je la bigne, je la répare, et puis tant pis, je vais accepter de prendre le risque. Mais ça marche peut-être pas comme ça avec une prévoyance. Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'on réfléchit. Déjà, il y a une grosse différence et du coup, c'est vrai qu'il faut se poser cette question. C'est que l'assurance automobile, elle est obligatoire. La prévoyance, elle l'est pas. C'est vrai. Même la Twingo à 5 000 euros, il faut l'assurer. La prévoyance, c'est la liberté vraiment de chacun. Ouais. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Et je parlais de revoir un peu la couverture, de se re-questionner. Peut-être en effet que si vraiment tu monétises et que tu as un cash out de 1 million, donc où ton patrimoine devient plus liquide, peut-être qu'à ce moment-là, à cette phase-là, la prévoyance, je parlais de sa flexibilité, c'est assez simple. La prévoyance, tu l'arrêtes, tu peux arrêter la cotisation. Bien sûr, quand tu arrêtes la cotisation, tu n'as plus la prestation parce que c'est plus le moment. Par contre, tout dépend de ce que tu veux faire après. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui monétisent, qui vendent relativement jeunes, mais souvent, ils ne s'arrêtent pas. Oui, ils repartent sur une opération. Et des fois, ils remettent tout ou partie du capital. Parce que quelque part, ils espèrent faire grossir cette boule de neige. Parce que quand on est entrepreneur, on ne s'arrête pas forcément du jour au lendemain comme ça à 35 ans. C'est vrai que c'est pas trop... Et donc là, il y a peut-être une phase où tu peux l'arrêter. Mais en fonction justement, si quelque part tu reprends des risques par ailleurs, tu te réimmobilises, là, il faut peut-être recalibrer une prévoyance. Et c'est là justement que j'en reviens un peu à cette stratégie, à cet ajustement un peu permanent tout au long de la vie. C'est que peut-être que par contre, fameux capital à 300 000 euros au début qui te donnait un niveau satisfaisant, peut-être qu'il faudra monter la barre demain, parce que ta boîte, elle vaudra peut-être plus 1 million, mais on l'espère, mais 2, 3, 4. Et là, si tu n'as pas autre chose à côté, c'est peut-être pas 300 000 qu'il faut d'assurance. C'est peut-être 500 000, 1 million, que sais-je. Donc, on est toujours dans ce recalibrage. Puis pendant ce temps, tu auras peut-être eu 1 ou 2 enfants. Ouais. Et là, ce qu'on va se dire, c'est si t'arrive quelque chose... Imaginons que j'ai vendu à 30 ans, que j'ai eu 2 enfants depuis, que je me relance dans un projet où je réinvestis, allez, pas tout parce que je suis pas une tête brûlée, mais une bonne grosse partie du capital que j'ai gagné, etc. Et donc, en fait, je reviens dans le cas de figure presque... la vie est un cycle, comme on dit, je reviens presque au cas de figure 1, avec une configuration un peu différente, évidemment, mais je reviens au cas de figure 1. Et là, on s'ajuste. Puis peut-être que quand tu auras vendu, tu auras changé de résidence principale, ou peut-être que tu auras aussi acheté une résidence secondaire, ce qui fait que ton patrimoine va se développer, mais il sera peut-être pas forcément si liquide que ça. Ouais. Et donc, s'il n'est pas si liquide que ça, c'est-à-dire qu'il faut recréer de la liquidité, parce que sinon, en cas de succession, il faut revendre quelque chose pour payer les droits. Donc, en fait, c'est presque un raisonnement sans fin, et c'est toute la pertinence. Et de nouveau, il faut avoir vraiment cette vision globale. L'éducation des enfants, c'est très important. On peut se dire, maintenant, la famille, elle est quand même bien baquée s'il arrive quelque chose, et tant mieux. Par contre, les enfants sont en phase d'éducation, d'école. On sait que parfois les écoles, y compris supérieures, peuvent coûter relativement cher, les études supérieures. Et donc là, tu peux te dire, j'ai besoin de peut-être
peu importe, 10 000 euros par enfant jusqu'à un âge de 22, 25 ans, que sais-je. Et là, on fait tout simplement les calculs et on voit le niveau de couverture qu'il faut mettre en place. D'accord. Voilà, donc en fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses et moduler en fonction des besoins. C'est très modulaire en fait. C'est extrêmement modulaire. Beaucoup de choses. Et c'est vraiment l'avantage. C'est que vu que là, cette partie-là, elle a fond perdu, j'arrête de payer, j'ai plus la prestation. Je veux la remettre, je la renclenche. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Je sais pas, est-ce que... Ça, c'est une année minimum. Ouais. C'est une année minimum. Okay. Et puis après, on peut revoir n'importe quand. Ok, très clair. Et est-ce que tu as... Je sais pas si tu as en tête des cas de figure. Si, moi j'ai une question. Alors, encore une fois, c'est peut-être une question bizarre. Mais quid du prévoyance si j'ai 80 ans alors et que je décède naturellement, est-ce que c'est pris en charge par... Enfin, je sais pas, il y a peut-être un minimum de temps à avoir souscrit ou pas, ou je dis une bêtise, c'est un peu le cliché du je prends une assurance pour mon téléphone une fois que j'ai cassé l'écran pour faire remplacer l'écran. Ça marche pas comme ça, j'imagine, pour une prévoyance. Donc, quelles sont les limites à ce niveau-là ? Globalement, quand même, le principe, c'est que tu es plutôt couvert et assuré du moment que tu as signé le contrat. D'accord. Tant que tu as été totalement transparent avec l'assureur. Hein, parce que globalement, un contrat de prévoyance, en fonction de son âge et du montant qu'on assure, ça peut nécessiter certaines formalités médicales à réaliser qu'on prend en charge, d'ailleurs, globalement. Donc on les prend en charge, mais voilà, il peut y avoir un questionnaire de santé jusqu'à des bilans plus poussés en fonction de l'âge et du montant qu'on assure. Tu te doutes bien que quand on arrive à un âge très avancé, 80 ans et plus, bah là, bien sûr, la logique même d'une prévoyance, elle est déjà plus rarissime. Et puis forcément, la probabilité qu'il arrive quelque chose, c'est beaucoup plus élevé. La prime qui sera demandée, bah, elle va être bien sûr bien plus conséquente que notre jeune de 30 ans. Ouais. Voilà, c'est la seule chose. Mais c'est pas du tout techniquement impossible. D'accord. C'est la question que j'allais te poser, c'est que, mettons, 30 ans, je paye 30 euros, j'ai entre guillemets le plus bas, la formule de base. À chaque année, comment t'appelles ça, le forfait par mois, la prime d'assurance. La prime d'assurance, merci. Je vais chercher le terme. La prime d'assurance va être évaluée d'année en année. Tout à fait. Plus je vieillis. Donc si je ne change pas de formule, je ne payerai pas la même chose à 30 ans qu'à 50 ans. Exactement. Mais par contre, tu le sais d'avance. Donc c'est extrêmement transparent. Dès le départ, on te dit, voilà, première année, ce sera X, enfin par mois, et puis etc. Ce qui fait que souvent, et c'est aussi une option qu'on propose, c'est globalement le client, l'entrepreneur, peut baisser le montant de sa prime en face. Donc globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il augmente en âge, mais par ailleurs, il peut baisser un petit peu le niveau de capital assuré, et donc au global, sa prime reste stable. Par exemple, il était assuré de 300 000 la première année, puis peut-être de 260 000 la deuxième, 240 000, et quelque part, ISO prime, ISO montant, même en vieillissant, il va garder le même montant. Et ça, c'est des choses aussi qu'on peut totalement adapter. On peut avoir une assurance d'un montant dégressif. Sur X années, on sait le faire. Ok, et tu as parlé de santé. Si je m'abuse, je crois qu'on fait la même chose sur des crédits immobiliers ou des choses comme ça. On fait des vérifications de santé, etc. L'idée étant d'adapter le montant de la prime en fonction de la santé physique de la personne. Est-ce que tu peux peut-être nous citer quelques paramètres qui peuvent jouer à la hausse ou à la baisse ? Oui. Je dis une bêtise, est-ce que si je suis marathonien et que je peux prouver et afficher que j'ai un super régime de sportif et que voilà, je suis en forme, etc., est-ce que ça fait baisser ma prime ? Et à contrario, est-ce que si je suis grand consommateur d'alcool, de fromage et de plein de choses de notre cher pays, est-ce que ça la fait monter ? Alors, comment ça se base en fait ? En fait, c'est... Le marathonien, lui, je ne saurais pas le dire précisément, mais ce qui va se passer, c'est qu'on a une prime de base qui va à beaucoup de personnes de notre population. Par contre, c'est vrai, on a après ce qu'on appelle des facteurs additionnels. Le plus gros facteur, c'est pas le fromage ou le vin, bien que ce soit consommé avec modération, c'est le tabac. Le tabac, outre qu'il faut le payer pour le fumer, globalement, ça coûte relativement cher d'un point de vue des assureurs, parce que voilà, c'est un facteur très conséquent, surtout à un âge le plus avancé. Donc bien sûr, ça c'est pris en compte par l'assureur, hein, mais de nouveau, hein, c'est extrêmement transparent avec notre client, notre entrepreneur. On lui fait une simulation, on indique fumeur, non fumeur, donc voilà, le coût est connu à l'avance. Il se passe que si demain je souscris à une prévoyance avec toi, par exemple, je vais faire des tests médicaux, je vais faire...
En fait, tout va dépendre du montant assuré et de l'âge. Mais pour faire relativement simple, voilà, à 300 000 euros à 30 ans, j'aurais pas la nécessité d'aller faire un examen médical, encore moins poussé. Si j'assure un capital de 1 million d'euros à ce même âge, là, je vais pouvoir éventuellement avoir des examens plus poussés, même de type examen cardiaque, etc. De nouveau, que nous prendrons en charge. Bien sûr, la même chose à 50 ans, et donc plus l'âge avançant, plus la nature des examens va être un peu poussée pour que l'assureur ait une vue assez claire en fait de la nature de ce client. Voilà. Et là, il y a deux options, c'est où le montant prévu de la prime reste stable, ou éventuellement une surprime est demandée au client, mais de nouveau, il le sait, et après il accepte pour faire le contrat ou il ne fait pas le contrat. Donc ça se cale au moment de la mise en place de la couverture. Donc c'est transparent pour le client. Mais c'est vrai que tous ces facteurs, pareil, les activités que je fais par ailleurs, si je suis fan de base jump ou de ski hors piste, je peux ne pas être fumeur mais faire des activités dangereuses. Voilà, c'est prévu. Les assureurs de ce point de vue-là ont bien prévu la chose. Soit ces activités sont exclues de la couverture quand je les pratique. Donc c'est-à-dire que si j'ai un accident en base jump, je ne serai pas couvert. Par exemple. Ou en hors piste. En ski hors piste, ce qui est plus commun pour beaucoup de gens quand même que le base jump. Ou alors j'assure notamment par exemple certaines prestations, mais par contre je vais avoir une surprime en contrepartie. Donc là, voilà, c'est pour ça que ça reste quand même un métier d'expert. Donc je peux assurer certaines activités avec une surprime. Donc je peux dire soit pour pas avoir de surprime, j'exclus ces activités. Typiquement, encore une fois, je suis pratiquant de base jump, imaginons. J'exclus le base jump parce que je veux pas que ma prime passe de 30 à 50. Les chiffres sont faux, mais c'est pour donner une image. Par contre, je peux dire, ok, je veux assurer le base jump. Tout le monde en est conscient, mais du coup, c'est 50. Et pour quelque chose que quelqu'un qui fait pas de base jump aura payé 30. Là, l'assureur va rentrer vraiment sur une vision sur mesure en fonction un peu des desiderata du client et sa nature de vie. Et certaines activités ne seront pas couvertes du tout simplement. Mais c'est l'assureur quelque part qui peut affiner la copie. D'activités qui sont non couvertes. Par exemple, des activités militaires ne vont pas être couvertes. Par exemple. Voilà, ça c'est un élément très important. Donc voilà, on a des activités mais qui sont clairement indiquées comme exclues du niveau de la couverture. Mais c'est extrêmement transparent. Voilà. Mais c'est mentionné en amont, c'est pas une surprise à la fin. Exactement. On sait ce qu'on paye. On sait ce qu'on paye et on sait ce qu'on assure. On sait ce qu'on couvre. C'est dingue, c'est vrai que le tabac, il devrait pas mettre fumez-tu sur les paquets, mais fumer vous coûte beaucoup plus cher à tout point de vue. Donc, en l'occurrence, à tout point de vue. Ouais. Là, on a parlé de la couverture personnelle que je m'assure, d'ailleurs, au profit de différents bénéficiaires. Mais on a deux grandes natures de familles de prévoyance, celle qu'on vient d'évoquer. Et après, il y en a une autre qui est plutôt assurée par l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui va cotiser, c'est l'entreprise qui va prendre en charge la couverture. Et là, on est plutôt dans une logique de couvrir notamment les personnes clés. Donc là, j'ai une entreprise. Dans mon entreprise, j'ai des personnes, comme leur nom l'indique, clés pour l'activité. Par exemple, un commercial qui génère un énorme pourcentage de chiffre d'affaires de l'activité, un ingénieur clé, enfin, voilà, des personnes qui sont clés. Là, de la même façon, et on revient à la même logique, c'est de se dire qu'est-ce qu'il arrive si cette personne n'est pas en capacité de travailler, globalement, donc décès ou invalidité grave, typiquement, par exemple, on revient aux mêmes fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe à l'entreprise ? Donc c'est une prévoyance pour l'entreprise. Alors exactement, là c'est une prévoyance pour l'entreprise, quelque part, qui se dit mais alors il faudra continuer à payer les autres salariés, et les factures vont continuer à tomber. Et là, l'entreprise cotise. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'un capital peut être alloué à cette entreprise pour en fait passer le cap, notamment d'un point de vue de trésorerie. Tout simplement pour pas fragiliser l'entreprise et tout déséquilibrer. Et de la même façon, j'assure un montant de 300. Je reviens à ces 300 000 euros pour cette personne de 30 ans qui était clé dans ma société. C'est l'entreprise qui cotise. Et si malheureusement il arrive quelque chose à cette personne, l'entreprise percevra une trésorerie de 300 000 euros pour passer le cap, qui va être de toute façon difficile. On est d'accord que dans ce cas-là, c'est pas le... Imaginons, encore une fois, c'est toujours des cas un peu dramatiques et c'est toujours un peu bizarre de mentionner ces choses-là, mais imaginons que j'ai mon commercial star qui me fait 80% de mon chiffre d'affaires tous les ans, que ce commercial-là, je prends cette fameuse prévoyance dont on parle, qui assure jusqu'à 300 000 euros. Malheureusement, ce commercial se tue dans un accident de voiture. C'est l'entreprise qui touche ces 300 000 euros. C'est pas ni lui ni sa famille. Exactement. Là, c'est pas lui ni lui, c'est sa famille. Et ça peut être cumulé, c'est-à-dire que lui, il peut avoir sa prévoyance aussi. Tout à fait. C'est pas du tout antinomique. On est là globalement où c'est l'entreprise qui va toucher ces fonds-là pour conforter sa trésorerie et avoir le temps de se retourner pour espérer trouver un autre collaborateur tout aussi brillant et passer le cap. En fait, le principe de base, c'est que c'est la personne ou l'organisme qui cotise qui touche la prestation.
Si je touche à titre personnel, c'est à titre personnel que la prestation se donnera. Si c'est la société qui cotise, qui paye la prestation, l'assurance, c'est l'entreprise qui sera indemnisée du sinistre, si je puis dire, le cas échéant. C'est le principe vraiment de base. Et j'ai une question pour toi là-dessus. Ça marche aussi pour les fondateurs ? Oui. Alors, parce que souvent dans des jeunes entreprises, le fondateur a quand même en général un poids assez lourd. Enfin, quand on est dans une entreprise de 300 personnes, le fondateur il a un impact qui est plus modéré, si je peux dire, bien que ça puisse rester important. Mais quand on est dans des entreprises de moins de personnes, le fondateur, son travail effectif peut faire en sorte que ça ne marche ou que ça ne marche pas. Oui. Et est-ce que, mettons, je projette un cas de figure, ce fondateur, il peut souscrire à une prévoyance pour l'entreprise et pour lui à titre personnel. Donc si demain, encore une fois, il se tue dans un accident de voiture et l'entreprise touchera quelque chose pour essayer de trouver quelqu'un qui permette de le remplacer et permette de passer le cap pour tous ces salariés qui, eux, vont rester là et qui n'auront plus peut-être une pièce maîtresse de l'échiquier qui leur permettait de vivre jusqu'à présent. Et en plus, évidemment, s'il a une couverture à titre personnel aussi, même résultat pour sa famille. Pour sa famille. Alors oui, tout à fait. C'est totalement cumulatif. Hein. D'accord. Et je rajouterais même une petite précision qui peut notamment arriver dans un cadre comme celui-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'entreprise qui cotise et qui aura cette trésorerie le cas échéant pour passer le cap. Et on a, parce qu'on peut arriver avec des entreprises avec plusieurs associés, une couverture dite associée. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, donc là, il y a une sorte de pack qui est fait entre les différents associés, les actionnaires, pour dire que si jamais malheureusement un des associés venait avoir un incident de vie de cette nature, les autres associés auront un capital pour lui racheter ses parts. Donc là, globalement, c'est la logique où ça permet d'avoir une continuité de fonctionnement quand même de l'entreprise. Les autres associés, qui malheureusement, eux tant mieux, eux sont en bonne santé, mais qui continuent en fait à être acteurs dans la société, pourront racheter les parts de leur ex-associé aujourd'hui défunt. Et pour ce faire, ils auront un capital qui leur sera alloué pour racheter les parts. Donc là, je reparlais du diagnostic. C'est pareil, c'est calibré en avance. On peut par exemple avoir, je prends un exemple assez simple, 3 actionnaires, 3 associés, un tiers, et mettons que la société vaille 1,5 million, je schématise, et on peut avoir 500 000 euros d'assurés par associé. Et ainsi, en cas de sinistre, on pourrait avoir les 2 autres associés qui se partagent les 500 000 euros pour racheter les parts du 3e associé, par exemple, décédé. Et ainsi, la société va continuer à fonctionner, donc maintenant plus avec 3 actionnaires, mais 2. Ouais. Et quelque part, les héritiers du défunt n'ont pas à s'occuper de ce point-là. Je veux dire, globalement, la succession se fera par ailleurs, ils seront indemnisés et la société continue son... Ils bénéficieront du rachat des parts. Ils bénéficieront, bien sûr, des capitaux, ils sont protégés. Donc en fait, là, voilà, on est sur une formule où on couvre, c'est la garantie dite associée. Et donc là, c'est pas l'entreprise qui touche les fonds, c'est bien l'associé à titre personnel pour racheter les parts de l'autre. D'accord. Mais c'est uniquement, j'essaie de voir, de casser la machine, mais c'est possible que les associés, dans l'exemple que tu as donné, que les associés disent en fait, nous, on ne veut pas racheter ces parts. On veut bien ces 2 enfants là, qui ont 5 et 6 ans, qui vont être nos nouveaux associés. De toute façon, ils ne vont pas beaucoup nous embêter. Et on garde ces 250 000 euros chacun. Alors, justement, l'intérêt de cette solution, c'est qu'elle permet d'éviter de se retrouver associé avec, par exemple, des mineurs qui ne pourraient même pas agir, en fait, et de créer des situations presque de blocage. Ouais. Donc, l'intérêt de cette couverture associée, donc elle est vraiment dans ce cas de figure. C'est bien d'assurer cette pérennité de fonctionnement de l'entreprise. Et elle se couple, cette assurance prévoyance associée, elle se couple avec un pacte d'actionnaires et des textes et des documents qui lient les actionnaires entre eux et qui prévoient ce qu'ils devront faire le cas échéant. Ouais. Donc très honnêtement, justement, le cas est bien prévu. Les capitaux peuvent uniquement être utilisés à des fins de rachat de parts de l'associé défunt en l'occurrence. D'accord. Donc vraiment ce cas est bien bordé et globalement tout ça sur le fond ça doit se faire d'un commun accord entre les actionnaires et en bonne entente entre les associés parce qu'en fait voilà c'est ça aussi le plus important. Bien sûr. Mais oui d'accord, il y a pas de c'est pas des capitaux dont on fait ce qu'on veut après, ils sont vraiment prévus dans ce cas de figure là. Exactement, c'est très spécifique. OK. Et les conditions dans le cas d'une prévoyance plutôt entreprise ou associée, on est d'accord qu'elles sont assez similaires à celles que quand on l'a souscrit pour nous à titre personnel, c'est une invalidité. Exactement. Une invalidité
j'ai oublié le terme exact que tu as expliqué. Perte totale, irréversible d'autonomie. C'est exactement la même chose parce qu'à la fin, quelle que soit la configuration de la prévoyance, on assure toujours une personne physique qui a un certain âge, etc. Donc c'est toujours la personne qui est assurée. Qu'elle cotise à titre personnel ou que ce soit l'entreprise, de ce point de vue-là, quelque part, même le montant de la prime est le même. C'est pas forcément la même chose. Ce qui change, c'est le bénéficiaire. Exactement. Ce qui change, c'est la personne qui cotise, le bénéficiaire et la finalité de cette prévoyance, en fait. D'accord, ok. Et bien honnêtement, merci, parce que moi j'ai appris énormément de choses que je savais pas. La prévoyance pour moi c'était avant cet épisode c'était presque souvent les mutuelles et les prévoyances sont couplées quand on souscrit, etc. Et je me disais ok, prévoyance, mutuelle, c'est un peu la même chose. Plus récemment, je me suis quand même un peu renseigné et je savais quand même dans les grandes lignes que c'était une prévoyance, mais j'avais pas tout le niveau de détail qu'on a évoqué ensemble. Et il y a plein de choses que je savais pas du tout. Je savais pas que c'était possible de souscrire en tant qu'entreprise à une prévoyance, etc., pour couvrir ces cas de figure qu'on a évoqués là tout récemment. Et même chose pour les associés. C'est vrai que c'est quelque chose qui paraît... Enfin, encore une fois, on ne veut jamais prévoir ces cas de figure-là, mais c'est vrai qu'on se lance dans une aventure avec des associés. Si on a un qui a un problème, ça peut être la fin de l'histoire tout de suite. Exactement. Juste, même pas pour raison de ça ne fonctionne pas, la société va pas, etc. C'est vraiment que voilà, on peut se retrouver avec un changement de paradigme et des sérieux problèmes et qui empêchent complètement de continuer l'aventure, quoi. Exactement. Donc ok, très clair. Franchement, hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Je trouve que c'est d'une part un sujet qui est vraiment humain, qui est d'autant plus évident quand on a une famille, etc. Mais on a même évoqué ça quand on est seul, etc. Il y a quand même une logique, je trouve, qui est intéressante dans le fait de se soulager une forme de charge mentale, on va dire, en cas de problème, qui a beaucoup de valeur. Et ce que j'en retiens aussi, que je trouve très intéressant, c'est que c'est ultra modulable. C'est-à-dire que je sois... petit entrepreneur, petit revenu, petite famille, petit capital, tout, j'ai quelque chose qui s'adapte aussi bien à si je suis footballeur professionnel avec des gros capitaux, etc. Et voilà, c'est hyper modulaire en fonction de la situation de chacun et c'est ça qui est chouette. Ouais. Ok, j'ai appris plein de choses et merci pour tout ça en tout cas. Merci Jean.